Bonjour tout le monde. Cette fois-ci, dans la vidéo que je vous présente, on va parler de spiritualité, mais je vais la mettre en relation et en perspective avec un thème on ne peut plus d'actualité et contemporain, qui est celui de l'intelligence artificielle, celui peut-être aussi plus largement du transhumanisme. Et il me paraissait intéressant de mettre ce sujet, comme je disais, d'actualité, notamment de ce qui nous vient des États-Unis avec l'élection de Trump et j'allais dire dans son équipe d'Elon Musk, et de toutes les propositions qu'ils font sur l'IA, sur les technologies, les nanotechnologies et les crypto-monnaies. Enfin, on voit bien qu'on est vraiment dans le thème très verso, c'est-à-dire technologique, révolutionnaire. Et je voulais mettre ça en fait en perspective avec la spiritualité et notamment notre rapport à l'âme, donc on va dire à notre psychisme, à notre psyché, donc, pour comprendre finalement si cet avènement de l'intelligence artificielle et cette proposition que nous font les manias, on va dire, ouais, pas les manias de la finance, mais les manias de la technologie, les super inventeurs des temps modernes, on va dire ça comme ça, nous proposent en termes de dépassement, d'amélioration continuelle et de dépassement de l'humain par la technique. Donc j'ai appelé cette vidéo IA ou I am pour bien vous faire apparaître en fait sous forme de lettres cette complémentarité ou cette dualité peut-être entre l'intelligence artificielle ou la présence je suis, I am. Et finalement, comment la spiritualité, eh bien, à l'heure du transhumanisme, peut nous apporter un regard différent. Donc vous aurez compris que le but, hein, je le dis ici pour que ce soit bien clair avant de rentrer dans le vif du sujet, le but de cette vidéo, c'est pas de faire alors certainement pas une vidéo technique et technologique, j'ai pas les compétences et c'est pas mon domaine, ni une vidéo d'opinion, je suis pas là pour vous dire c'est bien, c'est pas bien, et encore moins une vidéo politique sur le sujet d'actualité des élections américaines, ce n'est pas mon sujet non plus. En revanche, mon sujet, et notre sujet, si vous m'écoutez et que vous êtes encore ici, ça va être l'âme. L'âme à l'heure des intelligences artificielles, des thérapies géniques, des nanotechnologies. Et donc, c'est comme ça que j'ai filé un peu le jeu de mots entre l'âme à l'heure des intelligences artificielles ou le malheur des intelligences artificielles pour l'être humain. C'est ça qu'on va essayer de voir. Donc allons-y tout de suite, on rentre dans le sujet. Je vais m'appuyer pour, faire cette présentation sur des tableaux qu'on retrouve par exemple dans les livres d'Alice Bailey ou d'Elena Blavatsky, mais cela c'était dans la littérature d'Alice Bailey. Donc tout de suite, je vous le dis, on est dans la littérature de la théosophie. Et je le redis aussi, je ne fais pas la promotion de la théosophie et je ne suis pas en train de vous dire que c'est la vérité et que parce que ça a été écrit, publié ou soi-disant donné par des maîtres ou des maîtres ascensionnés, que c'est forcément vrai. En revanche, j'utilise cette information pour, on va dire, prendre un appui qui est peut-être intéressant pour mener une réflexion sur justement ce qu'est la constitution qu'on appelle la constitution occulte de l'être humain. Que veut dire occulte? Ça vient de occhio, enfin, en tout cas, la racine latine et italienne nous donne occhio, l'œil. Donc, la constitution occulte, c'est a priori ce qui est euh, invisible à l'œil humain, mais qui est pourtant réel. Donc, il faut aller regarder comment est fabriqué l'être humain au-delà de la partie visible pour comprendre quelles peuvent être les interactions entre bah, justement ces technologies que l'on va ajouter, surajouter, greffer, implanter, inoculer dans l'humain et essayer de comprendre jusqu'à quel point elles touchent toute notre constitution, c'est-à-dire les parties physiques, émotionnelles, mentales, mais peut-être aussi psychiques ou spirituelles. C'est ça qu'on va voir. Donc je disais, je vais utiliser comment dire, une décomposition, voilà, une décomposition qu'on retrouve dans des textes et dans des livres sur la constitution de l'homme par plan et par couche. Alors évidemment, c'est toujours imparfait. En plus d'être sujet à caution, c'est en plus de ça imparfait, puisque ce genre de diagramme et de plan fonctionne
qu'il soit compréhensible par le mental, fonctionne en 2D. C'est-à-dire que vous avez une grille, et puis on vous dit, voilà, il y a le plan physique, il y a le plan émotionnel, le plan mental, et on a l'impression qu'on est comme ça sur des strates, comme dans un Lego, et que ce qui est en bas est de moindre importance, et que ce qui est en haut est plus important. D'où, je le répète souvent, cette fausse idée qu'il faudrait en permanence s'élever, s'élever pour aller plus haut. Pas du tout. En fait, toutes ces sphères, tous ces volumes sont imbriqués les uns dans les autres. Et je pense qu'il faut vraiment aborder ces questions-là avec un regard le plus, euh, le plus reculé possible pour ne pas justement avoir le nez dans le guidon et être collé sur une vision duelle entre le haut et le bas, où on croit que ce qui est inférieur, enfin ce qui est en bas est inférieur et que ce qui est en haut est supérieur d'un point de vue moral, d'un point de vue évolutif. Je rappelle aussi souvent que un moyen d'échapper à cette vision, c'est de bien comprendre que la matière, la matière, c'est en fait de l'esprit à son taux vibratoire le plus dense. Et inversement, ou plutôt par complémentarité, que l'esprit, c'est donc de la matière, à son taux vibratoire le plus élevé. Et là, déjà, on aperçoit mieux ce continuum entre ce que notre mental a tendance à voir comme du dur d'un côté et de l'abstrait de l'autre. En fait, c'est la même chose, c'est juste une condensation d'un même principe entre d'un côté la matière et une éthérisation de ce même principe de l'autre côté l'esprit. Alors, vous l'avez suivi comme moi, effectivement, on parle beaucoup d'Elon Musk et je vous l'ai dit, le but n'est pas de faire sa promotion ni de le flinguer, mais on on sait qu'avec, comment dire, ces propositions, on parle aujourd'hui d'implanter des puces dans le cerveau humain. On parle, aussi et à juste titre, de l'influence, manifeste des ondes 5G, bientôt 6 ou 7G, sur, le corps humain. Les problèmes éthiques aussi que ça soulève, mais les problèmes déjà médicaux, physiques, en termes de sensibilité aux ondes, aux champs magnétiques. Et puis il y a aussi toute cette question des nanotechnologies ou des éléments de technologie invisibles à l'œil nu, mais qui peuvent être inoculés par la voie d'injection, par la voie d'épandage, par la voie de produits qui sont constamment injectés dans les champs, dans notre nourriture, dans l'air qu'on respire, dans l'eau qu'on boit. Donc notre corps humain, si vous voulez, il est plein d'éléments. Il est plein d'éléments qui répondent à des influences électriques, magnétiques, à des impulsions électromagnétiques donc. Et je dirais que déjà de ce point de vue-là, notre matière dense, notre matière liquide, notre matière gazeuse, ce qui constitue vraiment notre chair, eh bien, elle est déjà soumise à des effets plus ou moins désirables. Mais là, on rentre dans un autre niveau, qui serait le niveau vraiment de la modification de notre nature même, la modification de l'humain, par son dépassement, son augmentation grâce à la machine. D'où la notion de transhumanisme. Alors, ce que nous expliquent justement les textes anciens ou les textes ésotériques, c'est que l'être humain est un être multiple, septuple. C'est-à-dire qu'il est constitué de 7 corps, de 7 champs de conscience, si vous préférez. Donc il y a 7 corps qui constituent l'être humain. Ces 7 corps, vous en avez déjà entendu parler. Il y a évidemment le corps physique, celui que tout le monde voit, perçoit, et c'est en général avec celui-là qu'on a le plus de résonance, parce que c'est celui par lequel on vit tous les jours. Mais il y a aussi le deuxième corps qui est ce qu'on appelle le corps astral ou le corps émotionnel, qui est un corps dont on a conscience dans une certaine mesure, mais qu'on définit déjà un peu moins bien. Corps astral ou émotionnel, c'est un corps qui est associé à l'élément de l'eau. Le corps physique, j'ai oublié de le dire, c'est associé à l'élément terre. Corps émotionnel, donc c'est l'eau, nos émotions, comment on est euh, ballotté comme ça selon des courants, ce qu'on appelle les courants de l'astral, et qui sont, on va dire, des flux qui nous influencent. Ah oui, un flux, ça influence, on est d'accord. Ça, c'est le deuxième corps. Le troisième corps, c'est le corps mental, donc. Et ce corps mental, il est associé à l'élément gazeux. Le corps mental, c'est, on va dire, notre partie
qui est faite des pensées. Les pensées, donc, vous voyez, il y a déjà une nuance. Il faut distinguer ce que sont les émotions et les pensées. Les pensées, ce sont là aussi, on pourrait dire, des courants, peut-être un peu comme des égrégores ou des formes énergétiques abstraites. Le monde des idées, hein, chez Platon, on parlait beaucoup du monde des idées. Et ce sont donc des influences qui nous traversent et qui nous donnent comme ça des impulsions ou des idées, des intuitions. Ça, c'est le corps mental. Là, on est déjà à 3 corps. Il y en a 4 autres. Je vais juste vous donner les noms, mais je ne vais pas aller dedans parce que pour notre sujet aujourd'hui, ce n'est pas nécessaire d'aller si loin. La littérature ésotérique explique qu'il y a 4 autres corps que sont le plan bouddhique, le plan atmique, le plan monadique et le plan divin qu'on appelle le plan adique. Ça ne va pas beaucoup vous aider de savoir tout ça parce que en réalité, ces plans qui seraient les plans de l'intuition, les plans du mental cosmique, les plans on va dire des racines de vie des êtres et enfin le plan du divin en lui-même, ce sont des choses tellement abstraites pour nous, êtres humains, que je dirais que ça peut juste, au mieux, ça peut nous perdre ou nous inspirer. Au pire, ça peut gonfler notre ego ou notre orgueil en pensant qu'on a accès à ces plans et que du coup on se prend pour un maître, un initié, ou encore mieux pour l'avatar d'une présence divine, la réincarnation du Bouddha ou de je sais pas quoi. Donc je laisse ces 4 plans de côté, je vais juste rester sur les 3 premiers, physique, émotionnel, mental. Il faut comprendre, toujours dans cette littérature là que je suis en train de développer avec vous, cette littérature nous dit qu'en plus d'avoir 7 plans constitutifs de l'ensemble de l'être humain, chacun de ces plans est lui-même subdivisé en 7 couches. C'est un peu comme comment on appelle ça, comme un hologramme, si vous voulez, comme une fractale, où au sein d'un ensemble, vous retrouvez les 7 autres ensembles. Donc si vous me suivez, il y a 7 plans qui sont eux-mêmes faits de 7 sous-plans, 7 fois 7, 49. On aurait donc comme ça 49 couches, 49 dimensions, c'est peut-être mieux de parler de dimensions, de conscience, 49 dimensions d'énergie. Et là, je vais faire exprès de ne rester que sur les 3 premières, donc 3 fois 7, 21 couches d'énergie ou de conscience. Le plan physique, donc, lui-même, si on prend vraiment notre corps, hein, vraiment, je parle bien de notre corps physique, celui qu'on touche, celui qui est fait de peau, de muscles, de sang, tous nos os, nos os. Celui-là, il est lui-même donc fait de 7 sous-plans avec une partie dense, une partie liquide et une partie gazeuse. Et ça, je pense qu'en médecine, ça se comprend bien. La partie dense avec peut-être les tissus, les liquides, la lymphe, le sang. Et puis la partie gazeuse, il y a effectivement des échanges gazeux. Mais là, il faudrait rentrer peut-être dans l'analyse plus scientifique et médicale du corps humain pour bien analyser ça. En tout cas, voilà. Au sein du corps, on a ces 3 éléments. Dense, liquide, gazeux. Et enfin, à l'échelle peut-être cette fois-ci invisible, donc occulte, il y a au sein même de ce corps physique 4 éthers. Vous connaissez ce mot, éther, E-T-H-E-R, l'éther, qui a été beaucoup étudié. Il y a toute une littérature autour de l'éther qui date du 19e siècle et du début du 20e siècle. Le fameux 5e élément, hein, l'éther, cet éther qui en fait englobe et, comment je pourrais dire, sublime, voilà, sublime les 4 autres éléments que sont la terre, l'eau, le feu, enfin la terre, l'eau, l'air et le feu. Et l'éther, le 5e élément, c'est celui donc qui englobe les autres, qui les sublime, mais c'est aussi celui qui lie, hein, du verbe lier. C'est un liant qui met tous ces éléments en harmonie, en syntonie. Et donc les éthers, dans notre corps physique, sont au nombre de 4. Il y a 4 couches d'éther. Je vais essayer de simplifier ça parce que je me rends compte que sinon ça va être vraiment trop abstrait. Ça veut dire en gros que dans votre corps physique, il y a des éléments qu'on peut toucher, qu'on peut voir, qu'on peut sentir. Et puis il y a une partie qui serait peut-être de l'ordre de l'invisible, mais qui est pourtant bien présente. Ce que nous on appelle un peu vite des fois l'énergie, le corps énergétique. Et ça, ce sont les éthers qui lient tous les autres ensemble. Et bien ça, voyez-vous, déjà dans le corps humain, ça nous fait 7 sous-couches. 3, on va dire, de matière et 4 éthers. Donc 4 qui sont plus invisibles et dans lesquels, c'est pas parce qu'elles sont invisibles qu'il n'y a pas de l'information,
dans lesquels on retrouve de l'information. Mais c'est une intelligence, donc un esprit actif qui organise la matière. L'intelligence, on pourrait dire divine, l'intelligence de la nature, l'intelligence cosmique, mais qui organise les corps, qui organise les planètes, les étoiles, les arbres, le vivant, qui fait que tout a sa place et tout fonctionne en cohérence. On, on pense, on pense que c'est l'éther, si vous voulez. L'intelligence passe dans l'éther et organise la matière. Eh bien, cette description un petit peu longue sur le corps physique, je vais passer beaucoup plus vite, mais se retrouve là encore dans le corps émotionnel et dans le corps mental. C'est-à-dire que dans le corps émotionnel, vous avez 3 couches qui sont plus matérielles. Alors déjà là, on a du mal à comprendre parce qu'on se dit, ah bon, déjà le monde émotionnel n'est pas concret a priori. Non, c'est vrai, il n'est pas concret, mais il y a des émotions très lourdes, très denses, qui affectent directement notre corps physique. Et ce qu'on appelle traditionnellement les émotions de basse vibration, comme peut-être la haine, la colère, la frustration, la jalousie, l'envie, des émotions qui vraiment nous plombent, eh bien vous voyez que ces émotions-là ont tendance à nous ramener vers des états denses, des états presque palpables. Mais dans le corps émotionnel, il y a là encore donc 3 couches matérielles et puis 4 couches éthériques qui permettent à de l'information plus subtile de passer et d'amener, bah, dans le cadre des émotions, on va dire des émotions plus élevées, des émotions plus légères, des émotions qui élèvent. Ce sont donc, on va dire, les belles émotions. Et puis dans le corps mental, on retrouve la même chose, mais là, le corps mental, il faut que je m'y arrête parce que c'est très important pour notre sujet sur l'intelligence artificielle. N'oubliez pas qu'on est dans le cadre de l'étude sur l'IA. Le corps mental, lui, là encore, je dirais qu'il a 3 couches de ce qu'on appellera du mental concret. Ce sont les pensées les plus rationnelles. C'est la partie du cerveau et de l'intellect humain qui cogite, qui rationalise. Donc c'est un mental dont on a besoin pour faire nos listes de courses, pour être pratico-pratique dans notre travail. Mais je dirais que ce n'est pas un mental élevé, ce n'est pas un mental intuitif. C'est un mental qui raisonne, qui est rationnel. Là encore, faites bien attention, ce n'est pas un jugement de valeur. Ce mental a sa place, il est nécessaire. Mais donc, si vous avez suivi la logique, c'est un mental qui peut être pénétré par des éthers, c'est-à-dire des vagues, des dimensions de conscience et d'information plus élevées, plus subtiles, plus raffinées, qui vont élever le champ de conscience au niveau mental. Eh bien, dans ce corps mental supérieur, donc dans les 4 éthers, on trouve notamment ce que les occultistes qui ont écrit sur ces planches, on trouve ce qu'on appelle l'unité mentale et le corps égoïque. L'unité mentale, en fait, au-delà des 3 sous-couches dures de notre mental, l'unité mentale, c'est ce qui, en quelque sorte, un peu comme un atome permanent, invisible certes, mais un atome quand même, constituerait toute la somme de nos mémoires, un peu notre puce, hein, je fais exprès d'utiliser ce mot, une puce électromagnétique intemporelle qui contiendrait toutes les informations de notre vécu mental, émotionnel et physique. Pour ces occultistes, donc, c'est cette unité mentale qui, en quelque sorte, revient ou reviendrait de vie en vie avec toutes ces informations emmagasinées au cours d'une incarnation. Et cette unité mentale, elle est elle-même supplantée par le lotus égoïque. Et c'est pour ça que dans la tradition des bouddhistes, vous avez toujours l'image du lotus associé à l'âme, le lotus comme une fleur avec des pétales qui s'ouvrent et qui révèlent le joyau de l'âme. Ce lotus, donc, il est encore à un niveau plus fin, plus subtil que l'unité mentale, et lui contient ou contiendrait ce qu'on appelle donc le corps causal, l'âme. L'âme, c'est donc en quelque sorte notre esprit, à un niveau le plus incarné possible dans les 7 plans, donc qui vient au plus proche de la matière, pour nous donner en quelque sorte la conscience, notre identité, une identité spirituelle, c'est-à-dire la nature de notre esprit, notre signature électromagnétique, qui nous sommes profondément, au-delà de notre corps physique, au-delà de nos émotions et au-delà de notre mental. Quelle est, je dirais, la couleur en quelque sorte de notre lumière? Ça, c'est l'âme.
J'espère que vous m'avez suivi jusque-là, parce que maintenant je vais pouvoir vous parler et mettre ça en lien avec les interventions physiques et les modifications du corps humain par le transhumanisme tel que veulent le pratiquer les généticiens et les fervents défenseurs du transhumanisme. Je vous ai donc, j'espère, montré et j'essaye de faire apparaître qu'il y a un monde matériel et un monde plus éthérique, plus abstrait. Ces deux mondes ne s'opposent pas, ils se complètent. Souvenez-vous, je le redis, c'est indispensable à la compréhension de ce que je vous explique. La matière, c'est de l'esprit à son taux vibratoire le plus dense. Et l'esprit, c'est de la matière à son taux vibratoire le plus élevé. Donc, ne vous dites pas, ok, d'un côté j'ai de la matière, d'un côté j'ai de l'esprit ou de l'éther, c'est la même chose. C'est juste que cette matière, elle va aller de manière de plus en plus raffinée, de plus en plus subtile, de plus en plus éthérique, donc invisible, un peu comme en homéopathie. C'est-à-dire qu'en homéopathie, plus vous diluez la substance, plus elle disparaît et pourtant l'information est de plus en plus concentrée. Là, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que plus on raffine la matière, moins on la voit, moins elle est présente, et pourtant, elle va vers sa quintessence. Donc, gardez ça en tête, parce que ce que projette ou le fantasme des transhumanistes, en voulant augmenter l'être humain pour faire de lui un super humain, pour lui faire dépasser ses limites intellectuelles, ses limites biologiques, ses limites physiques, pour décupler sa force, pour lui permettre d'avoir un cerveau connecté avec une espèce de ruche. C'est une espèce de mentalité de ruche qu'ils veulent créer, c'est-à-dire que à tout moment, vous pouvez vous connecter comme ça à un super serveur dans lequel vous auriez toutes les informations disponibles et grâce auquel vous pourriez connecter des appareils ou d'autres formes d'intelligence, des humains ou des appareils ou allez savoir quoi d'autre. Mais le fantasme et la proposition de ces gens, c'est de dire, grâce à la machine, grâce à la technologie, on va faire de l'homme un surhomme. Eh bien ça, voyez-vous, je pense que c'est effectivement l'orgueil, l'hubris, hein, ce qui s'appelle l'hubris de certains hommes et de certaines femmes, mais de l'humain, à croire qu'on peut dépasser nos limites par la technique. Ce que vont faire en fait ces personnes en implantant des puces dans le cerveau ou ailleurs, en connectant l'esprit humain à des serveurs ou autres, c'est qu'ils vont interférer avec les fameuses 3 couches dont je vous ai parlé du corps physique. Ils vont interagir et interférer avec la partie matière du corps physique. Ils vont aller trifouiller votre cerveau, ils vont aller connecter de manière électrique, magnétique, votre réseau neuronal à d'autres outils, à d'autres émetteurs, à d'autres récepteurs. Et ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, je pense que c'est tout à fait possible et que ça, c'est pas de l'ordre du fantasme, effectivement, votre cerveau, qui est un outil électromagnétique, qui reçoit et qui impulse, qui émet des ondes, un peu comme une antenne donc, il sera capable, je pense, oui, de recevoir des impulsions qu'il va décoder comme de l'information. Et donc, de manière un peu magique, on pourra comme ça, peut-être par une forme de télépathie, non pas naturelle, mais artificielle, communiquer à distance ou recevoir des impulsions, connecter à de l'information ou à d'autres formes d'intelligence, sans passer par le biais d'un objet matériel, sans téléphone, sans ordinateur, sans tablette. Ok. En fait, ce qui se passe avec cette idée-là, c'est qu'on vient renforcer la matière. On vient renforcer ce que j'ai décrit juste avant, c'est-à-dire les 3 couches inférieures de chaque sous-plan, physique, émotionnel, mental. Mais en fait, la partie subtile de l'être humain, celle qui serait justement, vous savez, de l'ordre de l'invisible, qui porte toujours à débat, c'est-à-dire est-ce que l'humain a une âme ou pas, est-ce qu'il est spirituel ou pas, cette partie-là, la plus invisible, la plus intangible, elle, je dirais qu'elle n'est pas directement concernée par les interactions et les interférences avec ces techniques. D'ailleurs, je pense même, si on en reste dans la stricte étude de ces diagrammes, je pense même qu'en fait, elle n'est pas du tout concernée et qu'elle n'est pas mise en péril. Par exemple, sur le plan du mental,
1, 2, 3, physique, émotionnel, mental. Au sein de ce mental, je vous ai dit qu'il y avait donc le mental inférieur qui est un mental concret avec 3 sous-couches, et qu'à la 4e sous-couche, si on grimpe en gamme comme ça, comme une gamme de musique, si on monte sur des tons plus élevés, on arrive à l'unité mentale, souvenez-vous. C'est pas un objet, ce n'est pas une puce justement. C'est de l'éther, ce fameux élément invisible, le liant qui fait le pont entre la partie spirituelle, invisible, immatérielle, et la partie matérielle, plus dense, plus concrète, plus tangible. Les deux sont, souvenez-vous, les deux sont une seule et même chose. Mais voilà, dans ce continuum, il y a un élément qui fait le lien, on va dire que c'est la partie éthérique. Eh bien, ce que peuvent, je pense que c'est ça le risque en fait, ce que peuvent faire ces personnes en proposant une augmentation et le transhumanisme par la technologie, ce n'est pas de nous couper de notre âme. On ne peut pas être coupé de notre âme. En revanche, écoutez bien, on peut être rendu très étanche et très imperméable aux influences de notre esprit. Aux influences, donc, je dirais aux impulsions de notre âme. Ça, oui. Parce qu'à trop dénaturer nos corps subtils et nos corps denses, on peut comme ça jouer sur une forme d'épaississement, d'opacité de notre mental aux influences subtiles, pour justement concentrer notre mental, notre corps émotionnel et notre corps physique sur des vibrations plus lourdes et je dirais beaucoup plus terrestres. Donc sur des ondes et des fréquences électromagnétiques, mais de fabrication humaine, les antennes relais, les postes d'émission sans fil, Bluetooth, dans les villes connectées, on voit bien qu'avec les antennes sur les toits, beaucoup de gens déjà ressentent ce mal-être et cette espèce de brouillard mental, cette fatigue émotionnelle permanente et bien sûr cette lourdeur dans le corps, la fatigue, la tension nerveuse, et je ne parle même pas des maladies qui sont liées à tout ça. Mais vous voyez, en fait, je pense que ce transhumanisme euh, va amoindrir ou risque d'amoindrir notre sensibilité aux signaux de l'âme, aux signaux de l'esprit. Il peut l'amoindrir parce qu'il va en fait grossir notre réceptivité à des ondes en quelque sorte, euh, alors c'est pas qu'elles sont factices, mais à une contrefaçon, à une forme de spiritualité contrefaite. C'est-à-dire qu'au lieu d'être sensible comme on l'est naturellement à notre intuition, au beau, aux idées élevées, on sera beaucoup plus sensible eh bien, à des on aura une électrosensibilité à des choses plus lourdes, à des choses beaucoup plus concrètes, à des choses peut-être moins spirituelles et plus matérielles. Je veux dire par là qu'on aurait déjà réussi à hacker, à pirater le subconscient de l'être humain en lui inoculant à distance par des outils électromagnétiques, en lui inoculant des images, des rêves, des sensations. Donc ça montre quoi? Ça montre que si on est capable d'interagir effectivement avec les couches de plus en plus subtiles de l'être humain, on va pouvoir comme ça, non pas couper notre sensibilité totalement. C'est pour ça que je pense vraiment que on ne peut pas, on ne peut pas couper l'humain comme ça, que ce soit par des injections, suivez mon regard, euh, ou par des augmentations de type puce ou implant. On ne peut pas le couper de sa partie la plus fondamentale, mais on peut le rendre de plus en plus insensible en le détournant sur d'autres voies, en le détournant de sa propre connexion au plan subtil de son être. On va donc le brancher, le hacker, en le connectant à des émanations, à des impulsions électromagnétiques, mais qui ne sont plus d'ordre naturel, spirituel, qui sont d'ordre humaine, artificiel. Et donc la question, c'est de savoir quelle est l'intention derrière cette intelligence. Parce que ça aussi, c'est un leurre de dire on ne peut pas lutter contre l'intelligence artificielle, on n'a plus le choix. Mais les choix sont humains. L'intelligence artificielle, elle est créée par des humains.
Alors maintenant, vous allez peut-être me dire, oui, mais elle a une forme d'autonomie. Certes, mais on a encore le choix d'arbitrer sur les limites de l'intelligence artificielle. C'est un mensonge, ou en tout cas, c'est une demi-vérité. Donc c'est quand même un mensonge. De dire qu'on n'a pas le choix face à l'intelligence artificielle. On a le choix. Donc ça pose la question de quel est ce choix à la base? Pourquoi pousser au transhumanisme? Pourquoi valoriser le transhumanisme en implantant des puces, en voulant augmenter l'humain? Je ne parle pas forcément des humains handicapés ou les estropiés de guerre à qui on rajoute des membres et qui sont capables de recouvrer l'usage de leurs jambes, de leurs bras, pour certains même de la vue. Euh, je dirais que ça, c'est la partie peut-être la plus noble et la plus extraordinaire. Là, je parle vraiment des interventions purement eugénistes, dans l'idée de sélectionner les meilleurs critères pour faire évoluer, alors excusez-moi, j'utilise le mot, pour faire évoluer la race, comme si on voulait génétiquement modifier une graine de blé, enfin un épi de blé, une graine d'un arbre fruitier pour qu'il produise plus. Hein. À la base, la question c'est pourquoi est-ce qu'on veut faire plus? Pourquoi augmenter l'humain? Pourquoi aller dans le transhumanisme? Plus de quoi? Plus vers quoi? Plus de contrôle? Parce qu'il y a ça aussi qui rentre en jeu, la question du contrôle. Quand on est sensible aux impulsions électromagnétiques de notre être, donc à cette part d'intuition, aux impulsions de notre âme, au niveau de l'atome permanent et de notre ego, je ne crois pas qu'on puisse parler de contrôle. Je pense qu'on peut plutôt parler d'une forme de destinée, d'orientation, de force qui nous oriente, mais cette force, ce n'est pas une force abstraite qui vient de nulle part, c'est la force de la vie en nous, qui cherche à nous diriger vers notre but. Là, quand on parle de transhumanisme, qui a fixé le but? Augmenter l'humain, d'accord, mais pour aller vers quel but? Qui a choisi ce but? Donc ça pose in fine la question de euh, l'autorité, du déterminisme, de l'autonomie. Et ça, c'est une question à laquelle je me garderai bien de répondre parce que je vous laisse faire le chemin par vous-même. Mais il faut en avoir conscience pour se poser ces questions éthiques, morales, spirituelles. Spirituel ne veut pas dire abstraite dans le monde des anges et du New Age. Spirituel, c'est la vie de l'esprit, un esprit libre, un esprit qui n'est justement pas conditionné. Il est libre, il est vivant, il est vital. Donc je vous laisse avec ces questions et je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous aura donné quelques éléments ou apporté en tout cas quelques éléments de réflexion et un éclairage sur la constitution occulte de l'être humain, et donc sur ce rapport entre IA, intelligence artificielle, et I am, la présence je suis, qui est finalement vraiment notre nature la plus élevée, et qui n'attend que de, souvenez-vous, en tant qu'esprit, qui n'attend que de fusionner, de rencontrer sa partie matière pour être dans l'unité, dans l'harmonie, dans la plénitude. Mais ça, évidemment, ça demande un certain travail sur soi, des prises de conscience, et prises de conscience liées à notre corps physique, la maîtrise du corps physique, la maîtrise du corps émotionnel pour sortir de l'illusion des émotions, des illusions de l'astral, et pour sortir aussi des pièges du mental avec la quête de pouvoir, quête de l'ego. Le mental qui, si on le laisse faire, lui, va toujours fragmenter, rationaliser et se voir comme un élément à part, isolé. Donc c'est le fameux moi-je, centre du monde. Ce petit mental qui rationalise, qui fragmente, qui fractionne la réalité, ne voit pas le lien. Ce qui voit le lien en vous, c'est cette partie justement au-delà, dans les éthers, votre unité mentale et votre corps égoïque. Parce que c'est lui qui vous met en rapport avec votre personnalité, donc ce qu'on appelle le petit ego, et votre ego spirituel, c'est-à-dire votre présence je suis, I am. C'est tout ça qui se retrouve à l'unisson par le liant des éthers, par le point de rencontre qu'on peut appeler l'âme, si vous voulez. Et c'est ça que ne pourront jamais tuer, que ne pourront jamais toucher les transhumanistes, mais qu'ils pourront fortement atténuer en créant, si vous voulez,
une couche opaque en rendant de moins en moins sensibles nos éthers naturels et en renforçant leur bulle électromagnétique de technologie autour de nous, avec les antennes, avec les Starlink, avec les impulsions électromagnétiques dans nos maisons, avec les box, avec les implants, avec les nanotechnologies, les nanoparticules. Toutes ces choses-là nous rendent moins sensibles, nous rendent beaucoup moins sensibles aux éthers, à notre nature éthérique, énergétique naturelle. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et si vous avez des questions sur ce sujet, il se peut que vous en ayez parce que c'est complexe, ça peut aller loin. Je reste à votre disposition et dites-moi si vous voulez que je développe d'autres choses pour apporter plus d'infos. Je vous remercie, à bientôt.